Alors, moi non plus, je ne vais pas répondre à la question, comme Mariette. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer tout de même de répondre ou d'apporter quelques éléments de réponse à quelques questions. C'est finalement, est-ce qu'on va vers plus de solidarité ou est-ce qu'on va vers plus d'égoïsme du point de vue de l'évolution des mentalités, de l'évolution des attitudes, des opinions, bien sûr, puis des comportements, hein, puisqu'il faut bien faire la différence, surtout quand on parle de solidarité, entre l'idéal, entre les opinions, les attitudes, et puis la réalité des actes et des comportements. Alors, pour essayer de répondre à ces questions importantes, qui sont assez difficiles, je vous propose de faire une petite promenade sur deux axes. Il y a un axe temporel, le temps long et le temps court. Est-ce que ça évolue? On a parlé de la crise tout à l'heure, Jean parlait de la crise. Est-ce que finalement cette crise, elle renforce les solidarités ou au contraire, est-ce qu'elle exacerbe les égoïsmes? Et puis il y a le temps un peu plus... Ça c'est le temps très court, la crise. Le temps plus long, c'est depuis des décennies, depuis des siècles. Est-ce que la solidarité progresse ou est-ce que les égoïsmes progressent? Et puis le deuxième axe de promenade, c'est l'axe spatial. C'est géographiquement. Parce que la solidarité, elle peut s'exercer dans un environnement immédiat, de proximité, mais elle peut aussi s'exercer à une échelle beaucoup plus large, à une échelle nationale, voire à une échelle transnationale. Alors sur ces deux axes, sur l'axe du temps d'abord, il est assez évident, je crois pour tout le monde, que les solidarités régressent sur le temps long, on va dire, depuis au moins les Lumières, depuis la Révolution, depuis la montée de l'individualisme. On ne va pas refaire un cours d'histoire sur la montée de l'individualisme, mais si on veut parler comme Max Weber, on pourrait dire qu'on va de plus en plus vers une société et de moins en moins vers une communauté. Les individus aujourd'hui gagnent en autonomie, l'esprit communautaire a tendance plutôt à régresser. Si on veut parler comme Durkheim, on pourrait dire que la solidarité organique progresse et la solidarité mécanique régresse. Alors qu'est-ce que c'est que la solidarité organique? C'est une solidarité qui est fondée plus sur des relations de complémentarité entre des individus qui sont différents, alors que la solidarité mécanique, c'est celle finalement des vieilles sociétés, des tribus, des petites communautés, où les individus se ressemblent, ils partagent des valeurs, et notamment des valeurs, des croyances, des valeurs religieuses, et il me semble assez évident que la religion perd en influence sur ce temps long, et que les individus s'affirment de plus en plus dans une forme de solidarité qui est très différente de celle du passé et qui est probablement moins solide. Parce que la solidarité, ça vient du latin solidus, et cette solidarité organique que l'on connaît aujourd'hui, elle est probablement moins solide que celle qu'on connaissait auparavant. Elle est moins homogène. Nous formons des ensembles sociaux qui sont moins cohérents. Il y a moins de cohésion, il y a moins de solidité entre nous qu'auparavant, et notamment parce qu'on partage moins de croyances communes, parce que la religion, notamment, a perdu en influence. Et si la religion a perdu en influence, il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'institution qui gère la religion, l'Église, perd aussi en légitimité. Mais ça n'est pas la seule institution qui perd en légitimité. Ce qui est frappant quand on regarde l'évolution des opinions, là c'est le sondeur qui reprend ces chiffres, eh bien, ce qui est vraiment frappant au cours des dernières décennies, c'est la perte de légitimité de quasiment toutes les institutions, quelles qu'elles soient. L'Église, bien sûr, mais c'est loin d'être la seule institution à perdre en influence et en légitimité. L'État perd en légitimité. L'entreprise, qui est aussi une institution, quand vous travaillez sur l'état d'esprit des salariés, vous vous rendez compte qu'en quelques décennies, les salariés, les collaborateurs d'une entreprise se sentent de moins en moins solidaires les uns des autres. Et je ne parle même pas de la génération Y, des jeunes qui consomment de l'entreprise, qui vont dans une entreprise, qui ne s'y sentent pas attachés, qui s'y sentent peut-être bien, qui en retirent un bénéfice, mais qui vont la quitter beaucoup plus rapidement que leurs parents ne l'avaient fait, et qui ont un rapport très consumériste, très intéressé à l'entreprise. Et tout ça, c'est de la solidarité en moins, de la solidité, de la cohésion en moins à l'échelle de cette communauté de travail, cette communauté professionnelle qu'est l'entreprise. Et quand vous interrogez les Français sur ce qu'ils pensent des entreprises, eh bien, ils ont
des réponses qui sont souvent très négatives. L'image de l'entreprise est mauvaise, en France particulièrement. Ça ne veut pas dire que l'image de leur entreprise, à eux, soit mauvaise, mais les entreprises en général souffrent d'un profond déficit de crédibilité, de légitimité. Bon, on a parlé de l'Église, on a parlé de l'entreprise, il faudrait parler de la famille. Alors la famille, c'est un peu plus compliqué parce que on dit, à juste titre, que la famille conserve une forme génère toujours de l'attachement très fort, et c'est vrai. Quand vous interrogez les Français aujourd'hui sur ce qu'ils pensent de la famille, eh bien on observe une certaine stabilité. Il n'y a pas contrairement à l'entreprise, à l'État, à l'Église, on n'observe pas les mêmes évolutions négatives. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la famille, le mot famille, ne veut pas dire la même chose aujourd'hui qu'il y a quelques décennies. Et si on avait un mot aujourd'hui pour désigner ce qu'était la famille il y a quelques décennies, et que ce mot, on l'insérait dans nos questions de sondage, eh bien on se rendrait compte que la famille, elle a perdu aussi en légitimité. Parce que la famille aujourd'hui, elle est aussi moins solidaire, ou en tout cas la solidarité familiale est différente de celle du passé. Aujourd'hui, la famille, elle est à géométrie variable, elle est étagée, elle est moins solide. On peut changer de conjoint beaucoup plus facilement. On a un rapport à ses enfants qui est également très différent, qui peut être distant. On ne voit pas ses enfants tous les jours dans les familles recomposées. Bon, bref, je ne vais pas faire un cours sur la famille, mais vous voyez bien que cette solidarité familiale, elle a beaucoup changé, et encore une fois, je pense qu'elle est moins solide qu'il y a quelques décennies. Alors, évidemment, la question importante, c'est celle de l'État et celle de la solidarité nationale. Et là encore, il est assez évident que l'État a beaucoup perdu en légitimité. L'État n'a pas la puissance qu'il pouvait avoir il y a quelque temps, et le sentiment d'appartenance nationale, le sentiment d'être solidaire des autres citoyens de son pays, a beaucoup régressé aussi. Alors c'est difficile à analyser ce que je vous dis, donc plutôt que de vous donner des chiffres, je vais vous donner quelques signaux qui attestent cette perte de puissance de la solidarité nationale. Le premier que j'ai envie de donner, c'est que finalement, quand on parle de cohésion nationale, on se rend compte qu'aujourd'hui, la nation française, elle puise sa solidité plus dans le rejet de l'autre que dans la cohésion interne. Alors vous me direz, ça a toujours existé puisque les nationalismes se construisaient en opposition les uns avec les autres, bien sûr. Mais on pouvait penser qu'avec ce qui s'est passé au XXe siècle, les deux guerres mondiales, on aurait pu penser que ces nationalismes se seraient affaiblis et que la nation puiserait en elle-même des ressorts de cohésion. Eh bien non, on a toujours ces réflexes de rejet de l'autre. Alors rejet de l'immigré par exemple en France, hein, c'est assez évident, on l'a vu, du voisin. Rejet aussi, ce qui était très frappant, si vous vous souvenez de ces derniers mois de campagne électorale, et notamment des primaires, un concept qui a très bien fonctionné, c'est quand même celui de la démondialisation. Quand Arnaud Montebourg parlait de la démondialisation, il est bien évident qu'en arrière-plan, il y avait le rejet de l'autre, le rejet des Chinois, le rejet des Indiens, ces gens qui ne sont pas comme nous, qui exploitent leurs travailleurs, qui ne respectent pas l'environnement. Et on voyait bien que la cohésion nationale portée à travers ce discours, elle se construisait par rejet de ces autres que constituaient les pays des BRIC, par exemple. Hein. Deuxième signal fort de cette désolidarisation nationale, c'est cette formidable tendance à la victimisation des groupes sociaux. Vous avez peut-être lu quelques pages très amusantes de Philippe Muret qui décrit ces groupes sociaux qui luttent les uns avec les autres pour conquérir le monopole du statut de victime. Alors, je ne vais pas citer tous les exemples, mais bon, vous les avez en tête, hein, ça peut être les infirmières, les agriculteurs, les homosexuels, les femmes battues, les hommes battus aussi, hein, parce qu'il y a des hommes battus qui luttent pour le statut de victime, je tiens à le signaler. Bon, donc vous voyez que tous ces groupes... les hommes battus aux élections, tu veux dire, type Nicolas Sarkozy. Bon, vous voyez bien que ces groupes sociaux, s'ils luttent pour un statut de victime, qui n'est quand même pas très glorieux, c'est bien parce que la solidarité fonctionne moins bien, et que comme il y a moins de solidarité, il faut apparaître comme les plus victimes parmi les victimes pour bénéficier le plus des subsides, de ce qui subsiste
de la solidarité nationale. Le dernier point que je voulais évoquer là, sur la cohésion nationale, parce que je crois que c'est quand même le sujet le plus important, c'est la dérive sémantique de ce terme de solidarité, qui est très frappante et qui sans doute ne vous aura pas échappé. Ça veut dire deux choses complètement différentes, la solidarité nationale. Ça veut dire, bien sûr, traditionnellement, un comportement spontané, naturel, libre, responsable. Je suis solidaire de mes voisins, je suis solidaire de la personne qui dans la rue tend la main et je lui donne un peu d'argent. C'est moi qui décide de lui donner un peu d'argent. Je suis solidaire de mes enfants, je suis solidaire de mes amis, je vais les aider à déménager, je vais les aider à accomplir certaines tâches, et c'est moi qui le décide. Mais ce qui est frappant dans le discours des médias, par exemple, c'est que de plus en plus, ce mot solidarité désigne tout autre chose. C'est l'obligation de payer pour les autres, sans que je n'ai décidé quoi que ce soit. C'est l'impôt. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire solidarité nationale? Ça veut dire impôt. Ça veut dire taxe, ça veut dire une contrainte qui est imposée par l'État à travers tout un arsenal juridique, fiscal, social. Et évidemment, cette solidarité, il y a deux actes qui se ressemblent, mais la décision est tout de même de nature très différente. Et aujourd'hui, quand on parle de solidarité, on parle de plus en plus de cette solidarité imposée, obligatoire, et de moins en moins d'une solidarité naturelle et spontanée. Et ça me semble être un signe très fort d'une perte de sentiment de solidarité, puisque si on est obligé d'en recourir à l'imposition, c'est qu'il manque tout de même de la solidarité dans la société. Pour terminer sur ces quelques remarques sur la solidarité nationale et revenir sur le temps court dont je parlais tout à l'heure, le temps court, c'est-à-dire la crise dont parlaient Jean, cette crise, qu'est-ce qu'elle a généré du point de vue des solidarités et des égoïsmes? Alors on aurait pu faire deux hypothèses. Il y a deux hypothèses à faire sur les effets de la crise. Est-ce que la crise, elle peut très bien, dans un phénomène de raréfaction des ressources et du pouvoir d'achat, eh bien, on peut se dire que certains individus seraient tentés d'être encore plus généreux et d'aider encore plus ceux qui en ont besoin. Puis on peut faire une hypothèse inverse, on a moins d'argent, on a moins de pouvoir d'achat, on a le sentiment, à tort ou à raison, d'être déclassé socialement, ou on l'est réellement, on a le sentiment d'avoir moins de pouvoir d'achat, ou on a objectivement moins de pouvoir d'achat, et dans ce cas-là, on va moins donner, on va être moins généreux, et on va moins 10 secondes. Il me reste 10 secondes. Bon, alors, les études nous apprennent des choses intéressantes. Les études sur les donateurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de donateurs en France. On donne beaucoup à des causes d'intérêt général. Et ces études, elles nous apprennent beaucoup de choses intéressantes. Elles nous apprennent notamment qu'avec la crise, il n'y a pas plus ou moins de donateurs en France. Il y en a à peu près le même nombre. Mais elles nous apprennent aussi que la nature des dons évolue, c'est-à-dire qu'on donne moins de l'argent, mais on donne un peu plus sous forme de bénévolat, on donne un peu plus en nature et moins en espèces. Et donc la crise a bien des effets sur les comportements de dons. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que la solidarité, elle est moins forte, parce que quand on donne du temps et pas de l'argent, il me semble qu'il y a tout de même un signe d'une solidarité qui est de nature différente et sans doute un peu plus faible. Je conclus, puisqu'on me demande de conclure. Oui, il y a des nouvelles formes de solidarité, mais je pense que ces solidarités nouvelles sont de nature très différente, et on pourrait dire qu'elles sont elles sont fondées sur la proximité immédiate. C'est-à-dire qu'on est solidaire, vous connaissez ce formidable succès qu'est la fête des voisins, les immeubles en fête. On est solidaire de ses voisins immédiats, on est solidaire de sa famille, on est solidaire de ceux que l'on connaît très bien, mais on est de moins en moins solidaire de ceux que l'on ne connaît pas, des Français, des étrangers. Et ça me semble être un signe tout de même important des temps modernes. Et la deuxième chose que l'on peut dire sur ces nouvelles formes de solidarité, et notamment les solidarités virtuelles à travers ces sites communautaires qui apparaissent, comme Groupon, comme MyFab, tous ces sites qui reposent sur l'association des individus, eh bien, on en parlera plus tard, parce que là, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est tout de même une solidarité qu'on pourrait qualifier d'égoïste, pour le coup, parce que quand on se groupe pour faire un achat moins cher, certes, on est solidaires les uns des autres,
mais on est solidaire pour que ça rapporte de manière très égoïste. Je vais acheter un produit en étant solidaire des autres consommateurs, mais c'est parce que ça me coûte moins cher et que j'y gagne. La conclusion... Ça fait 3 fois que tu conclus, tu sais ça. Oui, c'est vrai. Mais cette fois-ci, c'est la vraie conclusion. C'est la conclusion de la conclusion. C'est finalement, pour rebondir sur ce que disait Mariette tout à l'heure, est-ce qu'il faut opposer mécaniquement solidarité et égoïsme, et est-ce qu'il faut déplorer cette perte d'influence des solidarités? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que opposer solidarité et égoïsme, il vaudrait mieux opposer solidarité et responsabilité, solidarité et autonomie. Les individus sont, je ne sais pas s'ils sont de plus en plus égoïstes, mais en tout cas, ils sont de plus en plus autonomes par rapport aux institutions. Ils sont de plus en plus responsables, de plus en plus libres, probablement. Et ça n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, surtout en période de crise, puisque l'un des ressorts de sortie de crise, l'un des moteurs de sortie de crise, ça peut-être être cette responsabilité plus grande, cette autonomie plus grande des individus. Pardon d'avoir été un peu long. Merci Hugues. Long mais intéressant néanmoins.